Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe Mercato. Comme tous les soirs, on est en direct sur la chaîne L'équipe pour faire le point sur toute l'actualité transfert du jour, mais pas que. On va aussi revenir sur le match de ce soir, comme tous les dimanches soirs. Les après-matchs reviennent sur la chaîne L'équipe. Ce soir, il y avait un Rennes-PSG. On va évidemment revenir sur ce premier match, mais aussi parler Mercato, parce qu'il en faut pour tout le monde. Qui est avec nous ce soir? Qui nous accompagne dans cette longue tâche jusqu'au bout de la nuit? Didier Roustan, je fais un petit hommage chemise pour vous. Très bien. Ça vous plaît? Ça va pas aussi. Très joli. Mais la vôtre est très jolie. Tout va bien? Oui, ça va. Je suis très contente. Dave Apadou, on se quitte plus? C'est vrai qu'on se quitte plus. Mais j'aime bien. C'est le début d'une belle histoire. Vous êtes là aussi demain? Je viendrai que pour vous. Ah bah du coup, je suis pas là. Désolé, ce sera Bertrand Latour. Pierre Maturana, elle n'est pas à vous cette chemise? Non, je sais. Elle est à carreaux. Elle est à carreaux. On aime cette blague. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Vous n'êtes pas les seuls sur ce plateau parce que regardez, il est beau. Franchement, c'est le plus beau du plateau. Tanguy Le Sévillé, notre globe-trotteur des envoyés spéciaux. On l'envoie à Lyon, on l'envoie à Nantes, on l'envoie à Rennes, il est partout. Et il est toujours au rendez-vous. Et grâce à lui et à Eddie Houdin derrière la caméra, on pourra avoir les conférences de presse des deux coachs et puis les interviews en zone mix évidemment. Et puis son ressenti surtout parce qu'il était au plus près du terrain, Tanguy Le Sévillé. Vous participez à l'émission, vous aussi avec les réseaux sociaux et le hashtag l'équipe Mercato. N'hésitez pas à nous dire pour quel joueur notamment vous voulez qu'on vote parce qu'on a les petits panneaux, on a les notes, on va pouvoir donner des notes à tous les joueurs. Donc dites-nous quels sont les joueurs que vous voulez voir notés, qu'ils soient parisiens ou rennais. Le match est terminé, défaite 2-1, victoire 2-1 de Rennes, mais première défaite parisienne. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Débrief du match, jingle d'abord, j'allais oublier. Le débrief. On va revoir les images de match et surtout les buts. Ça va commencer avec une énorme erreur côté rennais, le défenseur Da Silva. La passe en retrait du capitaine est mal ajustée et interceptée par Cavani, l'Uruguayen, qui ouvre le score. Juste avant la mi-temps, magnifique égalisation de Mbaye Niang, bien trouvée par Traoré, le Sénégalais qui contrôle dos au but, qui se retourne très vite, trop vite pour les défenseurs parisiens et trompe Areola, impuissant. Et puis au retour des vestiaires, Rennes continue de dominer et signe un deuxième but grâce à une passe millimétrée de Camavinga, 16 ans et demi, sur la tête de Del Castillo. Ça va faire 2-1 donc pour le Stade Rennais face au PSG qui signe donc sa toute première défaite de la saison au bout de 2 journées. Voici la première question, messieurs. Ce PSG est-il inquiétant? Même si je connais vos réponses. Ce PSG-là, oui. Ce PSG-là, oui. 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 Allez-y Didier, je vous sens bien. Bah oui, il est inquiétant. Si ça reste en état, peut-être que cette victoire arrive à point nommé, je veux dire, pour lancer des signaux d'alerte, même si je pense qu'ils sont conscients qu'il y a des soucis, ils savent où les pointer. Mais le gros problème, c'est que cette histoire Neymar, l'air de rien, est en train de plomber le début de saison parisien. Parce que pour acheter, il faut le vendre. Et ça tarde, et ça tarde. Et tout ce qu'on a vu là, même dans l'état d'esprit, tactiquement, j'ai du mal à suivre sur certaines choses. Et puis, individuellement, certains, à mon sens. Et c'est pas nouveau. C'est pour ça que je pense qu'ils le savent. On ne dit pas ce soir... mince, Draxler, mais Draxler. Ou Meunier, mais défensivement, Meunier. Enfin, tu vois... Ça date un petit peu. Bon, le cas Neymar, si vous voulez bien, on va le mettre un petit peu à part parce qu'on en parlera dans la deuxième partie, même si je sais que c'est lié et que vous avez beaucoup envie d'en parler. Mais il y a un problème, un souci en défense, souci au milieu. Souci en gardien. Non, mais il y a un souci d'organisation et de consignes et de tactique sans doute, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre le positionnement de certains joueurs, peut-être pas tous, parce qu'on a compris globalement pour beaucoup, mais il y en a... par exemple, sur Marquinhos, on a du mal à dire vraiment s'il était vraiment milieu pendant tout le match ou si Troisième centrale parfois. Troisième centrale, comme le dit Dave. Di Maria, par moment, c'était un peu, on l'a senti très électron libre, mais bon, finalement peut-être trop parce que c'était très téléphoné. Ce qu'il faisait, c'était toujours un peu pareil, de mettre ce fameux ballon un peu flottant du gauche dans la surface. Bon, voilà. Non, c'est un peu flou. Je pense que les joueurs ont été un peu perdus peut-être par C'est une tactique aussi où tes meilleurs éléments et le meilleur joueur de champ, c'est quand même Mbappé. Et c'est pas une position, si tu veux. On l'a trop peu vu. Même s'il a failli être déterminant, c'est lui qui a initié plus de choses quand même. Un système quand même où il doit pouvoir
rentrer beaucoup plus dans l'axe, être plus proche de Cavani qui semble un petit peu perdu. Ouais, ça fait, tu mets ça, plus ça, plus ça. Oui, et puis le but de Cavani est chanceux aussi. C'est pas non, mais tu parlais, on va reparler de Neymar, mais il est inquiétant parce qu'il n'y a pas Neymar aussi, ce PSG. Avec Neymar, c'est un match complètement différent. La relation milieu-attaque elle est complètement différente quand il y a Neymar. Oui. Il y a la créativité, il y a des prises de risques. Le week-end dernier, face à Nîmes, il n'y avait pas Neymar non plus, il n'y avait pas ce problème. Sans faire un jour à Nîmes, Rennes, c'est une équipe qui a un poil d'ambition dans le championnat de France. Qui maintenant, quand on va jouer Paris, va ne pas vouloir juste être le souffre-douleur d'un Paris qui a été blessé en finale de Coupe de France. Donc, il y a une vraie équipe en face, il y a une vraie opposition. D'ailleurs, il faudra le souligner aussi dans le débrief, il y a un gros match de Rennes. Tactiquement, en termes de solidité, de solidarité, c'était super. Et côté parisien, on a vu un peu l'équipe qu'on a vue après la défaite contre Manchester United, c'est-à-dire un Paris un peu démobilisé, qui est champion, qui n'a plus grand-chose à jouer. On a vu un Paris un peu facile, un peu démuni aussi. Un Paris un peu inquiétant, un peu affaibli. Moi, je vais même plus loin. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu, si on coche toutes les cases, le physique. Et ils n'avaient pas de jus ce soir. Technique, des fautes. Des fautes, du déchet, mais des choses très très simples. Pas seulement, même Marquinhos, des passes à 3 mètres qu'il a raté, des 1-2 extrêmement simples. Même Verratti s'est trompé techniquement. Verratti, c'est pas peu dire. Techniquement, donc, pareil. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Tactiquement, c'était un tel bouillon, une telle bouillie. Je vais vous dire même, sincèrement, si c'est Emery qui avait pondu ce genre de copie, mais franchement, hein, il se prend une volée de bois vert. Là, ce soir... Et là, c'est Tourelle, donc on lui dit rien. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'indulgence par rapport à Tourelle, même si, après, au fur et à mesure de la saison, l'année dernière, on a pointé des choses ici ou là. Mais je veux dire, là, par exemple, cette copie du PSG, tu as le droit de perdre. Hein. Tu peux perdre un match. Rennes, ils ont le droit de sortir un grand match. Tu as le droit de perdre parce que tu as touché les poteaux, parce que le gardien en face, il est en feu, parce qu'en face, l'équipe fait une énorme... Mais là, il n'y a pas d'excuse. Mais là, non. C'est que la copie propre du Paris et du PSG est impropre, justement. Et je me dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe du PSG qui, sur tous les plans, dans tous les secteurs, a été nulle. Et vous l'avez dit, le but... c'est même juste le fruit d'une énorme erreur rennaise. Et la meilleure occasion, c'est un coup de pied arrêté et la tête de Cavani. Ok, très bien sur le poteau. Pour le reste, dans le jeu, 2 tirs cadrés. Strictement rien eu. C'est quand même très léger. On va aller voir Tanguy Le Sévier qui a vu le match d'encore plus près de nous. Tanguy, vous êtes d'accord? Vous avez du mal à trouver du positif dans ce match parisien? Oui, effectivement, France, bonsoir à tous. C'est très très compliqué de ressortir un joueur du côté du Paris Saint-Germain ce soir. Ils ont tous été un petit peu en dessous de leur niveau, en dessous même, très en dessous de leur niveau, notamment les défenseurs centraux, à l'image de Marquinhos, de Thiago Silva et même d'Abdou Diallo qui semble vraiment pas dans le bon fonctionnement dans cette équipe parisienne. Il a du mal à s'intégrer. C'est une image qui m'a un petit peu marqué. C'est un moment, il met le ballon en corner, voilà, c'était sa faute et finalement personne vient lui taper dans la main pour l'encourager après cette faute technique de sa part. Voilà, on sent qu'il n'est pas forcément encore bien intégré dans cette défense parisienne et c'est ça qui m'a un petit peu marqué. Après, effectivement, par ces éclairs de génie, Kylian Mbappé a été plutôt très intéressant, mais ça n'a pas duré assez longtemps pour le Paris Saint-Germain qui est tombé sur une belle équipe de Rennes ce soir et qui finalement s'incline, alors que la saison passée ils avaient dû attendre la 23e journée pour s'incliner. C'était du côté de Lyon. Pas la même là. Merci Tanguy pour ce chiffre. 23 matchs avant de subir une défaite l'an passé. Et là, dès le deuxième match, on doit s'attendre à une saison peut-être galère. On verra avec la suite. Mais je me souviens qu'hier ou avant-hier, on parlait de Lyon qui allait peut-être pouvoir concurrencer le PSG. Si c'est ce PSG-là, ça peut rabattre un peu les cartes, quoi. Ah oui, parce que tu as justement une équipe de Lyon avec beaucoup de talent et justement l'état d'esprit sur lequel j'insiste. Mais après, si tu places pas les joueurs dans les meilleures conditions, d'une part, ça veut dire que Verratti, il souffre de la position de Marquinhos. Ils sont en infériorité numérique bien souvent, je veux dire, dans l'entrejeu. Donc lui, étant relativement bas, il ne peut pas se projeter, il ne peut pas faire l'avant-dernière passe comme il le fait si bien, etc. etc. N'oublions pas qu'on quitte un PSG qui, sur les 2 derniers mois et demi de la saison, a été touché mentalement, et que sans Neymar, c'est pas la même formation. Donc pour compenser ça, il te faut quand même, là où tu as des faiblesses, je pense à un arrière latéral, je pense qu'un gardien de but, je ne mets pas les qualités d'Areola en cause, mais partout, tu dis et tu laisses entendre
que tu veux un gardien de but, que ce soit Donia Mouras aussi. Mets-toi à la place d'Areola. Donc ce problème de gardien de but avec le PSG, c'est un roman. Donc si Neymar doit partir, parce que Neymar pouvait par son talent compenser certaines petites choses-là, et il a emmené tout le monde dans son sillage. Si pour le coup Neymar part, il faut compenser tous les manques, et après ce qui fera la différence, c'est l'état d'esprit. Et tactiquement aussi, certaines choses. Mais cet état d'esprit, je pense que là, ça va barder. Hein. Leonardo, tu voyais la tronche. Nasser Khelaifi, bon, bah, il fait toujours la tronche, mais tu sens bien qu'il n'aura pas d'incidence dans les vestiaires. Quoi, que les gars vont l'écouter par politesse, c'est le président. Mais Leonardo, il va faire comme Juninho à la fin des matchs de préparation de Lyon. Il va monter au créneau. Le problème, c'est que lui, il est pris par 10 000 choses en ce moment, Leonardo. Il faut à tout prix, d'un côté ou de l'autre, régler cette histoire de Neymar au plus vite, parce que 15 jours, ça plombe. C'est en train de gangréner l'équipe. Parlons, alors, n'oublions pas de parler un peu de Rennes, quand même. Oui, on va y aller. On vous inquiétez pas. Tout de suite, quand tu veux, mais il ne faut pas oublier, parce que des fois... On ne va pas les oublier. Je voudrais que vous... toute l'émission sur Paris, il y a un truc que je suis un petit peu... Il y avait un adversaire de qualité aujourd'hui. On en parlera, mais il y a quelque chose sur lequel je suis sceptique, c'est on va revoir la composition qu'il y avait ce soir sur le terrain. Marquinhos, il me semble que le week-end dernier, alors vous allez me dire c'est contre Nîmes peut-être, mais on a loué son niveau, qu'il avait, c'était pas son poste de sentinelle, mais il a super bien joué. Pourquoi ce soir on n'est pas content de lui ? Il y a une énorme différence. La semaine dernière, il y avait une équipe de Nîmes qui a attaqué le match en essayant de bétonner, parce qu'ils n'avaient absolument aucune autre ambition. Éventuellement, on peut même le comprendre, même si moi je ne suis jamais trop partisan de ça, mais c'est une équipe de Nîmes qui vient au parc. Une équipe de Nîmes qui est complètement dépoilée par rapport à la saison dernière, qui a perdu tous ses meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, on a vu l'entraîneur qui est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme en disant si on ne recrute pas, on y va tout droit. Donc voilà, c'est ce Nîmes-là qui a affronté. D'ailleurs, Marquinhos, et je crois que Didier le disait justement sur certaines de ses ouvertures, moi j'avais trouvé très bonne, mais c'est vrai qu'il jouait dans un fauteuil. Là, oui, à l'époque, je t'avais dit, une ouverture de 35-40 mètres. Voilà, si c'est un bon bien, footballeur. Mais si tu n'as pas d'opposition, et là, on a vu que même Marquinhos n'était jamais tout à fait dans les bonnes zones, qu'il a beaucoup délaissé Verratti, que Marquinhos a joué vraiment bas, que du coup Diallo, qui était déjà pas très très confiant depuis le début de la saison, on sent qu'il n'a pas bien réussi ses débuts. C'est peut-être normal aussi. Diallo avait des problèmes de positionnement. Est-ce qu'il devait se décaler un petit peu à gauche ? Est-ce qu'il devait resserrer dans l'axe ? Je pense que le premier but vient aussi de cette mésentente-là. Donc voilà, et c'est... Tactiquement, franchement, c'est une bouillie. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Tanguy Le Sévillier, qui est notre envoyé spécial sur ce match, sur le positionnement de Marquinhos, vous êtes d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Dave. Effectivement, je me suis surpris en début de rencontre à regarder le positionnement de Marquinhos et à me dire finalement le Paris Saint-Germain joue à 3 derrière et avec 2 ailiers sur les côtés, en l'occurrence Thomas Meunier et Juan Bernat, et finalement il délaissait le milieu de terrain à Marco Verratti et à Julian Draxler qui n'ont pas forcément été très très bons ce soir. Donc c'est vrai que le positionnement de Marquinhos a surpris, et même en fin de rencontre, on l'a dit tout à l'heure, il jouait dans un fauteuil face à Nîmes, et aujourd'hui il a été vraiment pressé durant toute la rencontre. Ça m'a surpris effectivement de la part des Rennais, parce que même à la 70e minute, il continuait de venir embêter le porteur de balle parisien, et c'est ce qui a permis en tout cas de gêner en tout cas la construction de jeu parisienne ce soir. Merci Tanguy. Oui, Pierre Maturana. On peut aussi imaginer que, vu que la tactique parisienne de Tourelle, c'est surtout un truc à modulation, c'est-à-dire que tu es à 3 ou à 4 selon, enfin à 3 ou à 2 selon que tu es le ballon que tu l'es pas. Est-ce que, comme Rennes se projetait quand même assez vite dès qu'ils avaient le ballon et qu'ils étaient souvent quand même dans les chiffres, ça se voit pas trop parce qu'il y a 60-40, donc on se dit que quand même Paris a plus le ballon. Mais l'air de rien, est-ce que le fait que Rennes aille souvent quand même dans la moitié parisienne et assez vite, ça n'a pas empêché Marquinhos de remonter comme il le voulait, tu vois, de se replacer à chaque fois. Et finalement, on a eu cette impression, c'est vrai, Dave l'a dit, on a l'impression qu'il se marchait vraiment sur les pieds, quoi. Il y a des moments où il y avait très peu d'espace entre les 3 joueurs, donc fatalement beaucoup d'espace avec les latéraux, donc c'est une vraie bouillie, quoi. Alors Dave va parler du premier but où peut-être que Marquinhos était responsable. Je vous propose qu'on revoie le premier but rennais inscrit par Mbaye Niang, qui est une merveille, mais vous allez me dire, à votre avis, messieurs, à qui la faute ? On est à la 44e minute de jeu, je crois, juste avant la mi-temps. On va le revoir le but ou pas ? Voilà, il arrive. C'est Traoré qui contrôle, qui fait la passe, pardon. Alors là, voilà, vous avez vu en défense, Marquinhos, il est trop loin, il est perdu, Thiago Silva aussi. Qui est responsable ? Marquinhos plutôt, non ? Enfin, sur le... Pour moi, c'est Marquinhos. C'est dur d'incriminer le latéral gauche Bernat là-dessus, des centres, il y en a plein par match, donc bon, à chaque fois on va dire voilà. Il ne déborde pas. Voilà, il ne déborde pas. Il est à 4 mètres de lui. Il le force quasiment. D'avancer un peu pour lui couper un peu d'angle, mais en gros, il le force à centrer, quoi. Il lui dit bon, bah voilà, tu passeras pas, donc centre, fais quelque chose, mais tu passeras pas. Donc globalement, c'est pas mal joué. Areola, c'est dur de l'allumer là-dessus parce qu'il est un peu masqué, puis la frappe part vite, elle est rasante, elle est dure à prendre. Marquinhos, en revanche,
revanche, il laisse un bon mètre 30. Et en plus, quand tu vois dans la surface de réparation, à la limite, il n'y a pas besoin de Marquinhos. Parce que tu as Thiago Silva qui est derrière, qui lui fera la différence. Qu'est-ce qu'il fait là, Marquinhos? Et en plus, il est à 1m50 du coup. Alors, l'autre derrière, il est archi-libéraux. Mais s'il n'est pas archi-libéraux, il est sur Niang. Et je pense que normalement, il doit s'y prendre mieux. S'il fait comme Marquinhos, ça peut arriver. Parce que normalement, Marquinhos, sur l'homme, il est plutôt bon. Bon, je pense qu'il est temps que Gueye et Herrera, Idrissa Gueye, la recrue, on l'attend. Reviennent et soient là. Et que tu aies Marquinhos et Thiago Silva, évidemment. Même si ça ne réglera pas tous les soucis. Tanguy Le Sévillier, votre avis sur le positionnement de Marquinhos? Il est totalement responsable sur ce premier but rennais? Ouais, pour moi, sur le but rennais de Mbaye, c'est Marquinhos, effectivement, le fautif. Il est un petit peu trop loin. Il a 1 mètre derrière Mbaye qui réalise, il faut le dire, un contrôle vraiment parfait qui colle à sa chaussure. Derrière, il s'emmène le ballon et il enveloppe le ballon du pied gauche magnifiquement. Et en tout cas, avant ce but d'Mbaye, c'est Thiago Silva qui a toujours été au marquage d'Mbaye sur cette première période et qui a été vraiment un patron jusqu'à ce but. Et la seule fois où finalement Mbaye s'est un petit peu échappé et a été pris au marquage par Marquinhos, il y a eu but. Donc voilà, grosse erreur de la part du défenseur brésilien Marquinhos. Merci beaucoup pour ces précisions. On a vu le premier but rennais, on va voir le deuxième, messieurs. Là, vous allez me dire si dans la défense aussi parisienne, on peut se sentir responsable ou non. On est au retour des vestiaires. Alors la passe millimétrée de Camavinga, elle est incroyable. Pour moi, il est non, mais là, il y a deux choses. Tu peux dire effectivement qu'Areola doit sortir. Mais Areola, au moment du centre, tu vois bien quand même qu'il va centrer. Il ne va pas frapper directement. Pour avoir une chance de l'avoir, il faut qu'il soit à 1m50 devant. Et si, par miracle, c'est Camavinga. Camavinga qui fait la passe. Qui centre, oui. Il fait un tir, enfin un truc invraisemblable. Il a normalement le temps de revenir. Est-ce qu'il a été marqué? Parce que des fois, il a pris des buts comme ça, tu vois, où il avait beaucoup anticipé. Je pense à un but de Fekir sur un coup franc, tu vois, ou un truc comme ça. Il est traumatisé par ça. Invraisemblable, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, à 90%, c'est Meunier. Meunier, il doit coulisser, il doit être sur le joueur. Est-ce que c'est son joueur? C'est ça la question. Mais son joueur, il est aux abords, dans la surface de réparation, mais 5-10 mètres derrière. Tu vois, si Camavinga va le chercher, il aura le temps de revenir. C'est Meunier qui doit couvrir Thiago Silva et qui doit être dessus. Et il est en retard. C'est lui qui doit coulisser à l'arrière latéral, ça reste pas forcément sur son adversaire direct, machin, quand le jeu est à l'opposé. Mais t'as un peu l'impression qu'il y a un vrai manque de communication juste sur cette action-là, parce qu'ils se regardent tous après. Limite, ils se reprochent des choses. On a l'impression de voir Marquinhos et Thiago Silva faire comme ça à Areola. Ils se regardent un peu dans le blanc des yeux. Areola qui doit regarder Meunier aussi, probablement. C'est pas très clair tout ça. Moi, je suis d'avis que Areola aurait quand même pu aller un peu au contact, se montrer un peu plus autoritaire dans sa petite surface. Il a vu qu'il était court. C'est son positionnement de départ qui peut poser. C'est l'hésitation qui coûte cher en fait, parce que c'est le petit pas de. Si Meunier est sur Del Castillo. Ouais, mais il est quand même derrière. Enfin, tu vois, il faut qu'il fasse vraiment. En fait, ce qui est dérangeant chez Meunier, c'est qu'il entame un effort pour aller peut-être remplacer quelqu'un qui n'a pas fait le taf. Et en fait, il arrête son action. Non, mais au moment du centre, il doit déjà être sur lui. C'est le joueur. C'est ça la question. Mais c'est le joueur le plus dangereux. L'autre, il est, je te dis, aux. Est-ce que c'est pas Thiago Silva d'Idiette, tu vois Non, Thiago Silva, il couvre quand même. Oui. Ou un Marc, tu vois, ou un autre. C'est Meunier. Vous incriminez pas trop le gardien, je trouve. Un peu moins, un peu. Non, mais moi je pense que. Allez-y alors. Non, mais moi je pense. Dis donc. Non, mais c'est Meunier, l'autre c'est. Ah non, mais on a dit tout de suite. Vous n'avez pas écouté. Non. On a dit tout de suite. Pour moi, c'est Areola. Pour moi, c'est Areola parce que ça, c'est ce qui le sépare aussi des tout meilleurs gardiens. C'est-à-dire que on sait un petit peu dans quel état d'esprit aussi, et ça joue dans la gestion. On a beaucoup parlé de Neymar, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Areola, il joue aussi gros. Parce que, je veux dire, quand on attaque la saison... Alors déjà, la saison dernière, c'était compliqué. La cohabitation avec Buffon, c'était ni fait ni à faire, on savait, les deux ont plongé, très bien. Et d'avant, c'était avec Trapp. Voilà, avec Trapp. Bref, ça n'a jamais été clair. Là, cette année... Là, ils sont plus que deux, là. Ils sont plus que deux, dont un numéro 1 à peu près clairement établi. Et tout ce qu'on trouve à faire pour le manager, c'est il doit quand même prouver qu'il est à la hauteur du PSG. Quelque chose comme ça. Il cherche à notre gardien. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il le sait. Ça veut dire que tout ce qu'il joue, il se dit, il faut surtout pas que je fasse de conneries. Il faut surtout. Mais oui. Mais donc là, il a une épée de un Damoclès, gardien qui joue la sécurité, c'est un gardien qui est plus décisif. C'est-à-dire que là, il peut se dire, oh, si je sors pas, donc je me trouve pas. Donc, le but, ce sera pas une toile. Donc, on pourra pas m'incriminer. Quand on joue avec cet état d'esprit, on peut pas. Et moi, je suis persuadé que, je dis pas que c'est conscient, je dis pas qu'il y a du calcul. Je dis juste que peut-être que le petit frein à main, il vient de là. Il vient de là parce que il se dit si jamais je me pas de boulette, pas de boulette. Il vient du blues. Ah, ça me chante, ça me manque. Mais non, mais quand on est confiant. Non, mais alors vous me parlez d'un gardien en manque de confiance. Mais même s'il était en confiance,
Le PSG doit absolument recruter un 3e gardien. Et si jamais Au moins un deuxième. là... Non, mais au moins un deuxième, parce que... Je ne parle pas en termes de hiérarchie, je parle numériquement. Areola, il y a des gens qui le trouvent fort, il y a des gens qui le trouvent moyen, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas le niveau du PSG. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je dis que c'est un poste très particulier. Si psychologiquement, tu es marqué et tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas t'en sortir. Areola, il y a eu le problème il y a 2 saisons. 8 tirs, 8 buts. Et on a compris que, dont des casquettes, etc. et tout, que c'était très compliqué. La saison dernière, c'était un coup l'un, un coup l'autre. Il a compris qu'on n'avait pas confiance en lui. Mais il a aussi le passif de certaines boulettes, où il est passé à côté. Quand le match décisif à Monaco, au Parc des Princes, si tu veux, Trapp, qui était bon à ce moment-là, se blesse, il arrive, boum, il met une boulette sur un truc bidon qui va amener un corner. Sur le corner, égalisation de Bernardo Silva. Donc pour lui, à mon sens, le PSG, c'est mort. Tous les gardiens qui ont fait des boulettes, que ce soit en sélection, regarde en sélection, Mandanda, il a fait 2-3 boulettes, et équipe de France, c'est fini. Arconada, c'était le meilleur gardien du monde à un moment, après l'Arconada contre Platini, sa carrière, elle est terminée. Mais, je ne dis pas que sa carrière est terminée, mais il faut qu'il quitte le PSG, si tu veux, et qu'il aille dans un climat où on a confiance en lui, plein de choses. Mais le PSG le sait. Il n'arrête pas de penser récupérer l'argent de Neymar pour prendre un gardien de but. Et quel gardien de but? Il y en a beaucoup, là, un arrière droit, un milieu de terrain, un machin. Psychologiquement, il peut toujours se refaire après une boulette, après un tir au but important. Un gardien de but. Ils aimeraient Navas. Non, mais t'as un truc mathématique. Ils ont Areola numéro 1 et le numéro 2, c'est un numéro 3. Enfin, que personne ne connaît, qu'on n'a quasiment jamais vu jouer. Si tu disais il y avait Trapp ou il y avait Buffon, bon bah voilà, Areola se trouve, on met l'autre, c'est à peu près kiff-kiff, ça joue. Là, tu peux pas te permettre d'aller au fond avec un gardien que personne ne connaît, qui a quoi, 19 ans, ou je sais pas quel âge il a. Ah non, ils vont en prendre. Bon, alors, Dave Apadou nous dit il y a Keylor Navas, le numéro 2 du Real. On sait qu'il y a peut-être un arrangement Real-Neymar. Il n'y a pas un coup à faire. C'est une super pioche, Keylor Navas. Ils le veulent. Après. Mais ils peuvent pas aller chercher. Même sans Moi, je pense que numéro 2, ça lui convient pas tout à fait, parce que Courtois, il est installé, il a été recruté aussi pour ça. C'est un très grand gardien. Donc Navas, il sait un petit peu à quelle sauce il est en train d'être mangé, alors qu'il a des références aussi. Il peut prétendre à quelque chose. Un club comme Paris, qui est quand même pas rien, je veux dire, bon, nous, c'est vrai qu'on a le nez dessus, par contre, on se dit, bon, il y a des choses qui vont pas, mais de lui, vu de loin, il se dit quand même, Paris, ça peut être pas mal d'être numéro 1 à Paris, mais ce serait dans un mouvement global. Est-ce que le reste du mouvement peut marcher? On sait, ce truc-là avec Neymar, ça appelle tellement de choses, c'est un dossier tellement complexe qui demande à beaucoup de parties de se mettre d'accord. En très peu de temps, allez savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent. Sinon, il y a Donnarumma que Leonardo aime beaucoup. Donnarumma, il a bien connu évidemment au Milan AC quand il est. Mais qui a peut-être moins d'expérience, quoi. Attends, c'est le gardien titulaire de la Squadra Azzurra. Il a commencé à 16 ans. Il a déjà 250 matchs de Serie A. Et combien en Ligue des Champions? 200 de Serie A. Mais ça, à un moment, si tu veux, il faut bien commencer, France. D'accord. Non, mais je veux dire, si tu es titulaire de l'équipe nationale d'Italie, et que tu as 200 matchs bien sûr, de Serie A, gardien, mais évidemment, c'est un gardien. Et là, tu es frais, tu débarques, tu trucs. Se posera la question donc de la gestion d'Areola. Ah non, mais Areola, après, il est mort dans le film. Soit tu lui expliques ou accepte un transfert, voilà, et si donc, faudra acheter un numéro 2. Sache que tu es vraiment numéro 2. Est-ce qu'il l'accepte? Parce qu'il a un très gros salaire aussi, donc c'est un peu compliqué. S'il part, il faut un numéro 2 aussi, donc. S'il part, il peut partir dans un club qui ne fait pas partie des top 2. Non, mais il faut un numéro 2 à Paris. Si tu prends Navas ou Donnarumma et que Areola part, tu restes avec enfin, tu peux supposer que celui qu'ils ont pris quand même est assez fort et que tu peux garder Areola jusqu'au mercato d'hiver de toute manière, autant qu'il fasse un bon choix quand il partira. Oui, Dave. Je ne sais pas si... Alors, parce que là, on est en train de... Enfin, ça a mal été géré, mais de toute manière, ils n'ont pas les sous pour acheter. On est en train de pointer les coupables ou ceux qui, éventuellement, ont perdu des points et peut-être sur la brèche. On a parlé d'Areola. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Tourelle. Attention aussi à Tourelle. Hein. Vous pensez que ce soir, il... Mais non, mais parce qu'il sait qu'il est attendu au tournant. Déjà, il était attendu au tournant. Mais il n'a pas toute son équipe en même temps. Peut-être qu'il n'a pas toute son équipe. Peut-être qu'il n'a pas toute son équipe, mais on sait que Leonardo va pas lui donner... va pas lui signer un blanc-seing jusqu'à la fin de la saison en disant c'est bon, tu as le temps de développer ton équipe, etc. On sait comment ça s'est passé l'année dernière, mais avec la direction précédente, on va dire qu'il avait enfin, direction précédente. Je parle pas d'Antero Henrique, mais on va dire sous le mandat précédent, il avait un crédit. C'était lui, il avait été recruté par l'émir, etc. Bref, on sait avec quel crédit est venu Thomas Tuchel. Il l'a un petit peu entamé déjà sur la fin de la saison dernière, un petit peu, mais voilà. Mais Manchester, la fin de la finale de Coupe de France, etc. Les défaites extérieures. Maintenant, il a un directeur sportif au-dessus de lui qui clairement,
Tourelle, c'est pas forcément sa tasse de thé et qu'il paye pour voir. Et qu'en gros, l'idée de Leonardo, on le sait, c'est peut-être de prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Attention à Tourelle de ne pas trop griller des jokers. On est au mois d'août. Commence pas, voilà. Thomas Tuchel, pardon, on l'écoutera dans un instant au micro de Tanguy Le Sévier et Eddie Houdin. On est évidemment en direct depuis Rennes, je vais y arriver. Mais on a des réactions qui sont arrivées en attendant d'avoir les réactions en zone mixte. On a déjà des réactions, notamment côté parisien. Je crois que c'est Thiago Silva qui s'est exprimé au micro de Canal+. C'est difficile de parler. On s'est trop relâché. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas été attentif. Il faut relever la tête. Aujourd'hui, ce n'était pas le vrai PSG. Celui que l'on connaît. On n'a pas été attentif. Oui, mais comment on ne peut pas être attentif sur un match pareil? Parce qu'ils n'étaient pas, je pense, dans une configuration et puis en face idéale pour s'exprimer. Après, il y a des petites fautes individuelles, etc. Et tout. Et puis en face, et j'espère que ça donnera des idées à d'autres équipes qui sont toujours recroquevillées devant le PSG, parce qu'on dirait, bon, c'est vrai que Rennes les a battus en Coupe de France, qu'ils n'ont pas été ridicules au Trophée des Champions, mais ils n'étaient pas dans le même état d'esprit, où ils étaient quand même très défensifs pour le coup, pendant le Trophée des Champions. Et là, ils ont fait un match remarquable. Alors, on parlait tactiquement d'une part, mais les joueurs qui se sont déchirés, entre guillemets, alors eux, pour le coup, ils étaient attentifs sur tout. En plus, ils sont quand même menés à la marque dans des conditions difficiles, avec un but un petit peu ridicule. Après, il y a la part de réussite. Tu égalises juste avant la mi-temps, juste après la pause. Retour, tu marques. Le scénario était bien, mais cette équipe de Rennes. Je sens que vous voulez qu'on parle du Stade Rennais. Eh bien, ça tombe bien. Je vous donne la parole dans un instant. On lit plutôt la déclaration de Clément Grenier, parce qu'il y a un Rennais, évidemment, qui s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. On a joué 3 fois contre eux récemment. On savait qu'en jouant simple, on pouvait les mettre en difficulté. On a fait un grand match. Allez-y, Pierre-Mathieu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de twist à un moment dans la relation Rennes-PSG. Il y a un moment où, quand Rennes jouait le PSG, tu avais l'impression qu'ils sortaient un bon match. Et au bout du compte, ils prenaient une pile quand même, parce qu'ils prenaient le premier, ils prenaient le deuxième, et puis derrière, ça déroulait. Mais ils entamaient plutôt bien le match, mais ça finissait toujours mal. T'as l'impression que depuis cette finale de Coupe de France, quand même, il s'est passé un truc où il n'y a plus de peur, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui craint pas. C'est ce que vient de dire Grenier. Qui craint pas du tout PSG là en l'affrontant. Mais qui se donne les moyens. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est une équipe qui craint qu'un jour Paris se dise tiens, on va leur faire manger ce qu'ils nous ont fait manger les derniers matchs. On a eu un peu de mal contre eux. Et je pense que là, chaque match, ils vont avoir du mal maintenant contre Rennes, parce que c'est une équipe qui va pas se laisser avoir comme elle s'est fait avoir pendant très longtemps. C'était toujours des piles à répétition. Par contre, expliquez-moi comment, il y a 3 semaines ou il y a un mois au Trophée des Champions... on me dit que Thomas Tuchel arrive en conférence de presse, on se tait et on écoute l'entraîneur allemand qui doit avoir des comptes à rendre. On y va. Bonjour Félix. Bonsoir Thomas. Bonsoir. De la chaîne L'équipe. Quel est votre sentiment après cette défaite face à Rennes? Oui, c'était le match difficile. On a attendu ça parce que nous sommes pas tout le monde et pas avec la capacité de donner pour un match comme ça. Pour ça, c'est normal parce que quelques joueurs sont dans l'entraînement pendant 2 semaines. C'est normal dans une phase en août que nous sommes pas on joue pas dans notre meilleure capacité physiquement. Et quand on joue contre une équipe physiquement comme ça, contre Rennes, ils donnent tous, ils jouent avec confiance. C'est le premier match à la maison, à 9h, oui. Et c'est contre nous, oui. C'est clair qu'ils jouent avec très serré, ils donnent tous, ils courent comme fous. C'est normal, et c'est normal que ça c'est difficile et compliqué pour nous. Voilà, c'est attendu. On a fait le premier but, on a contrôlé le match, on a fait des erreurs faciles, ok. Ça peut venir. Pour moi, c'était possible de faire ce match après le premier but. C'était le 5-10 minutes avec beaucoup d'espace, avec beaucoup de récupération de ballon, mais on a montré pas la fin, pas la conséquence de finir ce match dans cette phase-là. Et c'est pire. On a conceded a goal, encaissé. On a encaissé un but avec un 2 contre 1 dans la surface et le dos de l'adversaire. Pour nous, c'est normalement, oui, si mes deux Brésiliens sont avec la même capacité, c'est pas possible pour les gars de faire un but. Et voilà.
Après, on peut voir qu'après 70 minutes, c'est beaucoup de courir, trop de courir pour Rennes. Nous sommes capables de donner intensité avec les ballons, nous sommes proches dans la surface et presque très proches à la surface, mais on a manqué la qualité aujourd'hui et peut-être un peu tonique de gagner le 1 contre 1 offensivement. Et pour ça, c'était très, très difficile de créer des occasions. Mais voilà, ça peut venir. L'année dernière, après la Coupe du Monde aussi, il y avait des états de forme différents. Les joueurs, ils les reprenaient à des moments différents. Est-ce qu'on n'est pas sur un autre problème, un problème d'état d'esprit, de combativité, de hargne, de se faire mal? Le PSG, depuis Manchester, il a du mal dans l'état d'esprit. Et on ne trouve pas un PSG combatif. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Non. Vous n'avez pas posé de questions après le Super Cup et après Nîmes. C'est toujours comme ça. On manque un résultat et voilà, depuis Manchester United, on manque l'état d'esprit. Non, c'est pas comme ça. Mais ce sont des matchs durs. L'année dernière, on a gagné tous les choses, mais je peux, what is remember? Hein? Souvenir, je peux souvenir des matchs à Guingamp, à Nîmes. C'était 5, 6 occasions grandes pour les autres équipes, et c'était aussi très heureux de gagner. Et c'était pas comme ça aujourd'hui. Et c'était pas comme ça contre Nîmes. Mais on a des difficultés de créer beaucoup d'occasions, de créer des situations avec un 1 contre 1 offensivement, et on manque un peu de capacité de gagner ou jouer avec confiance chaque 1 contre 1 défensivement. Et si on joue très haut comme ça et ferme des espaces très très hauts, ça peut être dur. Et c'était clair pour moi. Pour ça, c'est super dommage que Thilo Kehrer est blessé, parce qu'il est avec nous pendant 6 semaines. Il a la capacité de jouer peut-être aujourd'hui avec un 2 contre 2. Mais avec Marquis, avec Tia, on prend beaucoup de risques, mais pas d'autre choix. C'est comme ça, mais on manque pas d'esprit compétitif. C'est pas comme ça. Est-ce que l'absence de Neymar, elle pèse psychologiquement sur le groupe? Non, il était absent dans le Super Cup contre Rennes, il était absent contre Nîmes. Et voilà, on manque maintenant le résultat. Et ok, toutes les questions sont là, mais c'est pas comme ça. Dans l'animation offensive, on a vu qu'il y avait quand même moins de fluidité, de qualité technique que la saison passée à la même époque. Évidemment, Neymar n'est pas là. Ouais. S'il revient, la question ne se posera pas, mais s'il était amené à partir, est-ce qu'il est indispensable de recruter un joueur à ce poste? Bon, il ne va pas sortir sans recrutement. C'est pas possible. On peut pas, si on perd Neymar, on peut pas perdre sans recrutement, c'est clair. Et s'il est là, voilà, on a un joueur qui peut gagner 1 contre 1. Et quelquefois c'est nécessaire, mais pour moi c'est pas une surprise que cette match-là est un match serré dans cette phase de la saison, et c'est difficile de trouver des espaces, mais on a manqué l'accélération, on a manqué le timing, parce que il y a des petites situations où l'espace est ouvert, où on trouve Drax sur le numéro 10, où on tourne avec Anchel, mais l'action après, c'était pas décisif. Et on manque cette action aujourd'hui. C'était toujours, nous sommes là, mais nous ne sommes pas décisifs. On manque la conséquence dans notre action. Et oui, et peut-être un peu de capacité, c'est normal. Et pour ça, pour moi, c'est normal. Si peut-être c'est un match nul après, et on décide le match après le 70e, après le 80e minute, ce sont des choses normales. Mais si c'est 2-1 pour les autres, c'est un peu compliqué. Ça, pour moi, c'est la grande chose que nous sommes normalement capables de défendre les 2 buts. C'est trop facile, et c'est un début entre 6 minutes. Ça c'est pas bien, parce que ça s'est fait tous les jours plus et plus compliqué. Comme
Comment jugez-vous le match de votre gardien, Alphonse Areola? Comment jugez-vous ce match? Pas de grand chose parce que je pense qu'il n'a pas de choses de faire, non, pour Alphonse. Je n'ai pas souvenir, c'est souvenir. Je ne peux pas souvenir de grand chose pour Alphonse. 2 frappes, 2 buts. Voilà. C'est presque tout, non? Et pour ça, c'est pas comme ça qu'on peut perdre un match comme ça dans le foot, mais on peut pas dire maintenant qu'on manque tous les jours. Non, 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 on peut gagner le même match, on peut gagner, mais on manque plus de tirs, on manque plus de, comme je dis, conséquences. Mais pour Alphonse, un match normal, un match un peu unlucky. What is it? Malchanceux. Mal quoi? Restez sur Alphonse Areola. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il sera bien votre gardien titulaire à la fin du mercato? Non, je ne peux pas confirmer des choses quand le mercato est ouvrir. Je ne peux pas confirmer des choses. Chaque joueur doit montrer la qualité. C'est pour Alphonse aussi, mais c'est aujourd'hui, c'est pas le moment de discuter d'Alphonse. Il ne peut pas faire rien. Bastien, vous avez dit, je pense que le PSG est prêt à venir jouer contre Rennes. Visiblement, vous n'étiez pas prêt. Quand est-ce que vous pensez que le PSG sera prêt avec des états de forme homogènes, avec tout le monde pour jouer un match de Ligue 1 normalement? Oui, mais pas avec la meilleure capacité et pas avec dans les meilleures performances possibles. Mais on peut jouer mieux qu'aujourd'hui, mais oui. Mais on doit améliorer et ça commence encore. On manque Thilo Kehrer, on manque Ander Herrera, on manque Neymar, on manque Kimpembe. Ça veut dire on manque encore beaucoup de qualité pour avoir la concurrence et pour créer, pour laisser jouer peut-être Thilo et finir le match avec Thiago Silva ou avec Marquinhos parce qu'il joue depuis le premier match. Après 2-3 entraînements, et comme je dis, on prend beaucoup de risques avec les deux, mais ils sont absolument nécessaires pour être compétitifs et pour avoir l'état d'esprit qui est nécessaire. Et les choses sont pas faciles. Tout le monde amélioré, tout le monde dans chaque compétition amélioré dans la Ligue 1, dans les Champions League, tout le monde amélioré. Et pour ça, on doit être là. Mais c'est aussi le moment pour être patient et pour donner confiance. On ne peut pas regarder seulement un résultat et poser toutes les questions. C'est pas comme ça. Oui, mais c'est notre boulot, ça, Thomas Tuchel, donc l'entraîneur du PSG qui s'exprimait en direct au micro d'Eddie Houdin. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers mots? Alors, il ne cherche pas d'excuses, mais il parle des absents, il dit que Areola était malchanceux. Ce qu'il dit est intéressant. Alors, peut-être pour les supporters, il y a peut-être un côté agaçant, parce que chaque fois, c'est à la fois tu n'as pas de chance et tout, mais pas qu'il n'y a pas de chance, parce qu'il dit lui-même qu'il parle football déjà, c'est bien, et qu'ils ont une difficulté à gagner les 1 contre 1, qu'ils soient défensivement ou offensivement. Mais c'est un peu ce qu'on laissait entendre dans le débat de tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment que l'équipe qui est en place d'un point de vue tactique a du mal aussi à pouvoir après gagner ces 1 contre 1. Avec Draxler dans l'entrejeu, avec Marquinhos qui est à la hauteur de ses 2 centraux, Verratti qui est donc seul qui perd de son panache et de son influence, puisqu'ils sont en infériorité numérique. Avec Mbappé, qui est franchement collé à gauche très longtemps. S'il y a bien un gars qui peut gagner ces 1 contre 1, c'est Mbappé. Donc, il faut absolument mettre Mbappé dans une position. Tu sais que Di Maria, il aura toujours beaucoup de déchets, il va faire des bonnes choses, et puis après, il y a des tas d'autres où, dans les 1 contre 1, tu vois, ça passe pas, etc. Donc, je pense que
Après, ça devient l'état d'esprit, puisque l'équipe ne joue pas ensemble, si tu veux. Quand tu vois Rennes, la dépense d'énergie sur chaque ballon à l'arrache, ils étaient bien obligés de compenser de cette manière-là. Mais quand tu vois le PSG, tu ne vois pas une équipe compacte, tu ne vois pas une équipe qui est en mesure de jaillir pour récupérer des ballons et être dangereux au moment où les défenseurs commencent à monter et sont moins bien sur leur position. Tu vois, c'est un petit peu diesel. Autrefois, Neymar... Évidemment, arriver à faire des décalages sur son talent, ils ne l'ont plus quand même. L'air de rien, ça va poser un problème. Mais même offensivement, ils n'avaient pas d'adversaire direct, Meunier et Bernat. Ils se heurtaient, si tu veux, aux deux qui étaient sur les côtés, mais si tu les pousses, qui étaient relativement bas, René. Ils n'ont pas apporté quelque chose. Il n'y a pas eu de dédoublement, il n'y a pas eu des joueurs qui bougent, qui donnent des possibilités, puisque dans le moteur à réaction de l'équipe, l'entrejeu, déjà, tu n'avais rien. Et donc, quand Mbappé recevait le ballon, c'était pas facile, quoi. Déjà, il devait faire quelque chose. Donc, je trouve que ça manque tellement d'huile, tout ça, que les 1 contre 1, il a raison. Mais du coup, il ne les met pas dans des dispositions aussi où ils ont joué de manière très neutre, tout à l'heure, quand on cochait les cases, sur le plan physique. C'est-à-dire, effectivement, le plan physique, c'est le changement de rythme. Tu n'en avais pas aujourd'hui. Ils jouaient tous sur le même rythme. À part Mbappé. Qui mais Mbappé, lui, c'est son fonds de commerce, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est trop peu. Il y a eu quelques munitions, mais pas suffisamment. Parfois même qu'il a dû un peu se créer seul. Mbappé, il est un peu le maillon final un petit peu de tout ça. Mais ce qui est terrible finalement pour ce PSG-là, ce soir, c'est que tu as l'impression que dans ce type d'opposition, à ce point-là de l'histoire, face à une équipe, c'est vrai, qui était costaud, qui en voulait, qui courait, elle, et bien que sans Neymar, ils s'en sortent pas. Ben oui. C'est le fameux joueur qui est capable de te gagner les 1 contre 1, de te déséquilibrer une défense, de te créer une situation qui n'existe pas avant que lui la crée. C'est Neymar, il n'y a personne. Dave, Pierre, Didier, vous voulez qu'on parle de Neymar? Il n'y a pas de problème. Neymar. On va en parler juste après la pub. On va reparler un petit peu de Mercato, on va parler de l'absence de Neymar et puis on verra les images des autres matchs aussi. À tout de suite. Et puis les notes, dites-nous pour qui vous voulez qu'on note. À tout de suite. L'équipe Mercato, on est de retour dans le débrief de ce Rennes PSG, première défaite concédée par les Parisiens. On va le revoir dans un instant. Didier Roustan est toujours à fond, tout comme Deva Padou, tout comme Pierre Maturana. Tanguy Le Sévillier, notre envoyé spécial du côté de Rennes, est également présent pour nous partager toutes les réactions des joueurs et des coachs. Juste avant de reparler football, il n'y a pas que le foot dans la vie. Quoi? Vous savez qu'il y a du cyclisme sur la chaîne Équipe en ce moment. Et il y a le Tour de l'Utah. C'était la 5e étape aujourd'hui, l'étape de montagne qui s'est finie au duel. On va revoir la fin de course avec Claire Bricogne et Christophe Riblot aux commentaires. Allez, la Clan Morton qui va passer devant McCormick, la ligne d'arrivée, c'est tout au bout pour la Clan Morton qui est en train d'entamer cette ligne droite en première position. McCormick n'a pas renoncé pour l'instant, il est toujours dans sa roue. La Clan Morton, Dossard 1 sur le dos, il se rassied, on relance derrière la Clan Morton, toujours en tête devant McCormick. La Clan Morton qui va aller jusqu'à la ligne, attention, oh là là, McCormick qui va peut-être revenir, non, ouh là 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 là, ça s'est joué à rien. Et la victoire de la Clan Morton ici au sprint. Oh, elle est belle, elle est magnifique cette histoire, on va le revoir vu d'hélicoptère. La Clan Morton vainqueur du Tour de l'Utah en 2016. Oh là là, oh le jeté de vélo. Et la suite et la fin de l'Utah, ce sera demain 13h30 et puis 15h15, on enchaînera avec la suite de l'Arctic Race. L'actualité, le tennis, à présent avec la victoire de Madison Keys au tournoi de Cincinnati. L'Américaine qui s'est imposée en 2-7 serrés, 7-5, 7-6 face à la Russe Svetlana Kuznetsova. La 18e joueuse mondiale qui jouait sa première finale sur dur depuis l'US Open 2017 avait déjà réussi une belle semaine en battant notamment Simona Halep et Venus Williams, rien que ça. C'est le 4e titre de l'Américaine. On va parler football parce que nous allons revenir un tout petit instant sur cette défaite parisienne. C'était tout à l'heure du côté du stade Roison de Rennes. Ça va commencer par une grosse erreur du défenseur rennais Da Silva. La passe en retrait du capitaine est mal ajustée et interceptée par Cavani. Et puis juste avant la mi-temps, égalisation de Mbaye Niang, bien trouvé par Traoré. Le Sénégalais contrôle dos au but, il se retourne beaucoup trop vite pour les défenseurs parisiens et trompe Areola, complètement impuissant. Et puis au retour des vestiaires, Rennes continue de dominer et signe un 2e but grâce à cette magnifique passe signée Kamavinga, 16 ans et demi.
sur la tête de Del Castillo. Tu as vu ça où fait il est, 2-1. Meunier? Il doit coulisser beaucoup plus tôt. Je veux dire. Je reviens sur Meunier. Il est derrière. Mais non, mais vous avez raison. Tu disais, quand même. Juste pour la petite stat, le PSG s'est incliné sur 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, soit autant que lors des 44 précédents. Ouais. C'est la preuve que le PSG ne va pas bien. Ouais, ils étaient en roue libre en fin de saison. Ils sont dans la lignée de la fin de saison précédente. C'est vrai. Il y avait un autre match de Ligue 1. Il y avait plusieurs autres matchs de Ligue 1. On va vous remontrer Saint-Étienne-Brest avec le capitaine Autrey qui centre, Trauco qui est trop court et c'est Fossurier qui ouvre le score pour les Brestois. Devant une foule immense. Oui. Une tribune était condamnée par la Ligue. Exactement. Donc ça fait 1-0 pour Brest. Et puis en fin de match, la recrue Bouanga récupère et s'y reprend à 2 fois pour égaliser. C'est le premier but de l'ancien Nîmois avec Saint-Étienne. Et ça fait 1 partout. Et ça fait toujours peur quand ils font des saltos après avoir marqué. Alors en Angleterre, Chelsea n'y arrive toujours pas pour le retour de Frank Lampard à Stamford Bridge. Les Blues ont dû partager les points avec Leicester. Mason Mount qui presse bien la défense de Leicester et inscrit le premier but. Et puis sur un centre de Madison, Wilfried Ndidi qui bat Azpilicueta dans les airs et égalise pour Leicester. 3e match sans victoire pour Chelsea cette saison après la défaite face à Manchester 4-0 en championnat. Et puis l'autre défaite au tir au but face à Liverpool. C'était en Super Coupe d'Europe, 1 partout. Donc, on va revenir sur le match de ce soir côté parisien, puis on va parler un petit peu brésilien. Au Punto Neymar. La petite musique qui va bien, Neymar qui a beaucoup manqué ce soir, on l'a encore vu. Voici la question, messieurs, le PSG peut-il continuer de se passer de Neymar? Didier Rousseau. Ah, c'est pas une question. Je ne sais pas s'ils ont le choix. Dave? Non. Non. Bah non. Bah non. Faudra bien faire avec. Ouais, mais voilà, c'est la question. À partir du moment où... Bon alors s'ils ont le choix, imaginons qu'ils ont le choix, c'est quand même Leonardo qui décide. Faut le garder, s'ils ont le choix, oui, il faudrait le garder. Mais on sait que un joueur, a fortiori un joueur de cette envergure qui veut à ce point partir, semblerait-il, parce que c'est pas qu'un peu, tu vois. Il veut vraiment, à tout prix. c'est très compliqué. Et s'il part, faudra faire avec l'argent récolté, prendre de très bons joueurs. Et tu peux avoir une équipe compétitive. Enfin, faut pas exagérer, mais ça sera un grand manque puisque quand il est à son sommet, quoi, si tu veux, c'est un des 3 meilleurs joueurs mondiaux. Donc forcément, ce que tu vas prendre... Ce que je veux dire, c'est qu'autant contre le match contre Nîmes, oui, on n'a pas trop manqué de Neymar. Oui. Là, est-ce qu'après un match pareil, est-ce que Tuchel, il peut aller toquer à la porte de Leonardo? Est-ce que Leonardo, il peut changer d'avis? Est-ce que ça rebat les cartes? C'est pas juste après ce match-là. Moi, j'ai l'impression que la com de Tuchel, j'allais le dire après sa conf, la com de Tuchel, elle est quand même vachement axée sur... J'ai besoin de Neymar cette saison. Je l'aime, c'est le meilleur. Non, mais je ne vais pas bien dormir s'il part. J'ai besoin d'un mec qui gagne d'un contre un. Bon, bah voilà, c'est Neymar. Il va avoir besoin de Neymar. Et j'ai un peu peur que ça tourne un peu à l'excuse systématique si jamais Neymar part et qu'il y a des contre-performances pour Paris. C'est il me manque Neymar, c'est pas facile de remplacer Neymar, etc. C'est vrai qu'il n'a pas un discours qui est en adéquation avec. Je trouve. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on le dit souvent, mais parce que j'ai l'impression que tout le monde ne le calcule pas. Mais Paris, les 2 demi-saisons sans Neymar, c'est beaucoup moins fort que les 2 demi-saisons avec Neymar. Non, mais il change toute l'équipe. Ce soir, il aurait mis un bordel monstre dans la défense rennaise. C'est-à-dire que là, ce soir, ils s'en sont à peu près sortis parce que Mbappé était un peu esselé, que Cavani ratait à peu près tous ses contrôles. Sur les actions arrêtées, il est fort, mais sur ses contrôles, il les a ratés. Draxler, Di Maria, c'était pas très dangereux. Donc, une fois que tu es un peu focalisé bien concentré sur Mbappé, que tu arrives à peu près à le canaliser, tu as à peu près annihilé toutes les chances de Paris de gagner ce match. Mais quand tu as Neymar qui est là, il faut aller chercher. Il va redescendre, il va porter le ballon, il va provoquer, il va dribbler, il va causer des fautes, il va causer des cartons, etc. On est tous d'accord là-dessus. Bah ouais, mais vous pensez pas que Leonardo... Comment tu remplaces ça? Tu le remplaces. On a bien expliqué quand même ce soir que le problème, il n'est pas que de Neymar. C'est qu'il y avait vraiment un problème d'équilibre dans cette équipe, de motivation. Mais même avec une équipe déséquilibrée, quand tu as Neymar, tu peux apporter un truc. Il manque quand même des joueurs justement qui doivent donner cette impulsion, qui sont Gay et Herrera. Ils les ont pris pour ça. Et si Neymar s'en va, ils vont prendre un arrière latéral, un gardien. Il semblerait que Dybala, Dybala, selon la presse italienne, je vous laisse continuer juste pour prévenir les spectateurs, que selon Sport Mediaset, l'entourage du joueur serait présent mardi à Paris pour négocier. Donc c'est assez sérieux comme source. Donc effectivement, ça sera un manque terrible. Maintenant, si tu as un arrière latéral, un arrière droit, je veux dire, qui défensivement est bien supérieur, un gardien qui ne dit pas c'est Herrera et comment ça s'appelle Gay qui sont opérationnels et qui justement doivent donner un peu cet état d'esprit, et que tu as Dybala
avec Cavani, avec Di Maria, avec Mbappé, avec tout ça, tu dois quand même être compétitif. Maintenant, si tu as un milieu de terrain bancal qui est en infériorité numérique, parce que tu as Marquinhos qui est à la hauteur de ses centraux, Mbappé qui touche pas un ballon, et Verratti qui perd de son influence, même si tu as Neymar, c'est... Oui... Non, mais c'est là que je suis d'accord avec ça, c'est que la Tourelle, avec Neymar, il peut toujours s'en sortir. Même quand son équipe elle est un peu déséquilibrée. Il rattrapera, vous voulez dire. Il rattrape et il sublime un peu les choses. Même les matchs mauvais du PSG, quand Neymar était là, l'air de rien, c'était beaucoup mieux. Oui, il l'aura sauvé quand même. Si jamais il perd Neymar et qu'effectivement ils vont recruter en conséquence pour se renforcer, ça change ta façon de jouer. Ben oui. Mais c'est là qu'on va voir le vrai Tourelle du coup. C'est qu'est-ce qu'il peut faire avec une équipe plus étoffée, parce qu'on a toujours dit qu'il manquait du banc à Paris par exemple l'année dernière, ou de joueurs derrière le projet Neymar, etc. Qu'est-ce que tu arrives à faire une fois que tu n'as plus ton joueur star qui déstabilise un peu tout le monde en face? Est-ce que tu arrives à refaire un vrai collectif, une vraie équipe, une vraie machine? Mais c'est là-dessus. Voilà, c'est là-dessus qu'on va le juger. La saison dernière, et déjà avec Emery, ils avaient fait une équipe pour Neymar. Et même des fois, ça en était presque trop, si tu veux, parce que quand Neymar n'était pas trop dans le coup, ou driblait trop, etc. et tout, c'était compliqué, notamment en Ligue des Champions avant qu'il se blesse, ou même à Liverpool, ou des matchs comme ça, où il se faisait rentrer dedans. Le PSG, version Qatari, a gagné des choses, a réalisé des grands matchs, était à deux doigts de passer, s'ils ne se font pas entuber, à Barcelone, d'Mbaba. Non, mais il y a des choses. Ils existaient, ce n'était pas une équipe fantôme. Donc, ils vont exister sans Neymar. S'il arrive effectivement à mettre... Maintenant, votre question, France, c'est de savoir si là, compte tenu de la défaite, compte tenu du fait que voilà, on a vu que cette équipe de Paris, elle a en l'état, elle a des manques. Est-ce que Leonardo, il ne va pas verrouiller le transfert, quoi? Non. Là, on est dans un autre enjeu. La saison est suffisamment longue et le dénouement, il a lieu dans 15 jours maximum. C'est ça, hein, le 2 septembre. Donc vous faites le compte. Donc voilà, si c'est que ça à patienter, et Paris à domicile doit être quand même capable de gagner quelques matchs. Et encore une fois, on est vraiment au tout début de la saison. Non, ils vont pas déroger à la règle. Tout à l'heure, on parlait de la communication. Tourelle semble dire du bien de Neymar, etc. Il le dit. Mais en fait, c'est good cop, bad cop, quoi. Je veux dire, c'est à Leonardo de dire un peu les vacheries et à l'autre de ne pas insulter l'avenir au cas où il resterait. C'est bien réparti, tout ça est très bien pensé. Le rôle du mauvais flic et du gentil flic, je la connaissais pas celle-là. Alors, les news du jour côté Barça, parce que côté Barça, côté Real, parce que là, on parle beaucoup de Neymar PSG, mais où est-ce qu'on en est? Avant-hier, on rappelle que c'est la piste Barça qui s'éloignait avec le prêt de Coutinho au Bayern Munich, le Brésilien qui est bien arrivé en Allemagne. Il doit passer sa visite médicale plutôt demain, il semblerait. On connaît le montant du prêt payant, ce serait 8,5 millions d'euros selon Bild. Ça, c'était l'info d'avant-hier. Hier soir, c'est la piste Real qui s'est également un petit peu refroidie avec cette déclaration de Zinedine Zidane à l'issue de la victoire de son équipe, le Real Madrid. On écoute. Nous en avons parlé avant le match, à plusieurs reprises. Gareth Bale va rester. Tous les joueurs que nous avons ne pensent qu'à la saison à venir. Gareth a fait un grand match, comme tous les joueurs. Il ne pense qu'à cette saison. Lui, comme les autres, ne pense qu'à rester ici et à jouer pour le Real Madrid. Voilà, donc Gareth Bale reste, c'était pas le cas il y a encore 3 semaines. Ça ferme la piste Real. Est-ce que le Barça est complètement fermé? Pour moi, pour le Real, pour le coup, non. Moi, Barcelone, vous connaissez ma position, j'y croyais pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de liquidité. Ils ont du Barça? Le Barça. D'accord. Ils ont des actifs, les joueurs, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de liquidité. Et c'est même pour ça qu'ils avaient proposé, même éventuellement, de payer plus que la clause de Griezmann, au lieu de payer les 120, de payer 130, voire 140, mais dans des paiements différés, ce que ne voulait pas l'Atlético. Donc, vous voyez où ils en sont. Ils sont prêts à payer plus cher, mais un peu plus tard. Donc, ils n'ont pas l'argent pour ça. C'est pour ça qu'ils proposent éventuellement échange de joueurs, des joueurs, etc. Mais pas arrivé du cas, justement, pour pouvoir prendre le garçon là, dont les représentants arrivent mardi, Dybala. Ça va coûter aux alentours de 70 millions, plus le salaire et tout. 70-80. Voilà, il faut de l'argent pour ce garçon. Le Real... Alors effectivement, Bale, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser pour tout un tas de raisons. C'est vrai, il est pas bien. Hier, il leur a fait le truc. Mais ils ne jouent pas dans la même zone que Neymar. S'ils veulent vraiment Neymar, ils sont en mesure de le prendre. Parce qu'ils ont l'argent. Parce que là, depuis 3 ans, eux, ils n'avaient pas recruté. Donc le trésor de guerre, il s'est amassé. Ils avaient un budget de plus de 300 millions. Pérez n'a pas contracté un prêt auprès d'une banque. Voilà, ce qui est sorti. Tout dépend s'ils le veulent ou pas. Mais s'ils le veulent, eux, ils peuvent mettre de l'argent et ça conviendrait au PSG. Sans doute pas à Zidane, puisque ça va être un casse-tête chinois et que lui
n'est pas très fan de tout. Des casse-têtes. De Neymar et faire venir Neymar. En plus, il y aura quand même un problème pour le Real, et donc pour Zidane, c'est que Hazard, il ne peut pas jouer à droite. Non. Il ne peut pas jouer avant-centre, il ne peut pas jouer arrière droit. Ils l'ont payé quand même 110 millions d'euros, c'est un super joueur. Il est sur le côté gauche. Et il rentre, etc. Et, tout. Et Neymar, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas un numéro 10, ou si c'est un 10... Si tu veux, ce sera un 10 qui partira de la gauche et comme Hazard, et il sera toujours dans cette zone-là. Donc c'est très compliqué. Tout dépend. Enfin, après, c'est Pérez et aussi son board. Pérez, c'est celui qui a inventé les Galactiques, qui résonne en termes sportifs, parce que si tu as Neymar, c'est quand même un plus, c'est pas rien. Mais après, en Asie, aux États-Unis, au ceci, en termes de prestige, etc., etc. Ils sont en mesure de le faire. Enfin, de toute manière, on ne voit pas d'autres clubs Team maintenant. Barça, Team Real, Team PSG, on ne sait pas trop. Pour conclure, la presse espagnole, Mundo Deportivo, le Barça pourrait envisager un prêt. Voilà, on parlait que ce serait peut-être la meilleure option possible. De 200 millions d'euros, c'est un sacré prêt. Un prêt payant, ce serait mieux, évidemment. On passe aux notes, parce que Neymar, on en parle tous les jours, donc c'est bon, on en reparlera demain. Les notes, jingle, et vous allez préparer vos petits panneaux. Ils sont prêts. Le jingle ou pas? Voilà. Allez, pour commencer, Marquinhos. On lui reproche pas mal de choses ce soir. Marquinhos, combien vous lui mettez? Un petit 3 pour Devapadou, un petit 4 pour Pierre Maturana, un plus gros 4, mais ça reste quand même une mauvaise note pour Didier Roustan. On n'a pas le temps de débriefer, donc on va enchaîner tout de suite. Oui, c'est ça, comme ça. Kamavinga, le jeune Rennais de 16 ans et demi qui nous a fait des monts et des merveilles. Ça va très vite. 8, 7, 8. On n'a pas trop parlé des Rennais. Allez, qu'est-ce qui nous parle de Kamavinga et du Stade Rennais? Super match à son âge, à 16 ans et demi, rayonner comme un patron dans ce match-là, c'est extraordinaire. Il a tout fait, il a déstabilisé tout le milieu à lui seul. Une passe D, franchement hyper impressionnant. Formidable. Et il avait joué qu'un match et demi de Ligue 1. Franchement extraordinaire. Il a 16 ans. Extraordinaire. Chapeau. Il y avait des les courses, tout, franchement extraordinaire. Ouais. Les projections. Et on a ces stats qui apparaissent. Une maturité, 16 ans, on a l'impression. Faut espérer qu'il va pas se faire bousculer, parce que quand tu réussis ce match à 21h contre le PSG. Il y a beaucoup de monde qui te regarde. Ouais, voilà. Et derrière, il va en entendre des compliments. D'un seul coup, il va se découvrir des amis et tout. C'est là que les choses difficiles vont commencer. Que l'entourage doit. On l'annonce comme quelqu'un de très fort. Pour le garder. Ah oui, bien sûr. Ça va être difficile. Est-ce que vous... Oui, parce qu'il y a encore le mercato qui n'est pas fini, vous faites bien de le dire. Il a pris 10 millions d'entrée. Mbappé, tiens, peut-être la seule lueur d'espoir parisienne ce soir. Il a été encore rapide par certains moments. Il a raté un but avec le gardien qui était bien placé. C'est un 6. Qu'est-ce qui justifie ça, allez, Pierre? Il a surnagé encore dans cet effectif parisien. Il a quand même tenté des choses. Je pense qu'il aurait pu finir avec des meilleurs stats si peut-être les joueurs autour de lui avaient été un peu plus inspirés. Mais il s'est pas caché. Voilà. Mais il s'est pas caché, voilà. Il a tenté des choses, des accélérations, du dribble. Et pourtant, pas sollicité dans les bonnes conditions quand même. Non, mais il a fait tout faire seul. Il a sublimé des ballons franchement pas terribles par moment et les autres n'ont pas su suivre. Eh bien, le prochain match pour le PSG, ce sera face à Toulouse. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Juste les 2 signatures du jour. Balotelli à Brescia, c'est fait. Et Cuisance, le petit Français au Bayern Munich, c'est fait. Voilà, on n'a pas le temps d'en parler, c'était très court. Vous en reparlerez demain à 17h40 avec Bertrand Latour. Très bonne soirée messieurs. Ciao. Bye bye.